Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est Thomas Piketty. Bonjour, économiste, co-auteur d'une histoire du conflit politique, le livre pavé de la rentrée. Moi, quand je vous écoute, quand j'en lis des passages, parce que je n'ai pas tout lu, je le confesse, je suis déprimée. Je suis profondément... Oui, vous avez dit que c'était un livre optimiste. Moi, j'en sors profondément pessimiste, notamment sur les questions de transition écologique, où je me dis que finalement, c'est aussi une lutte des classes et qu'on ne va pas y arriver. Qu'on ne va pas arriver à faire cette transition, car c'est vu comme quelque chose de bourgeois qui va aussi s'imposer à des classes sociales qui ne pourront pas financer la transition. Est-ce que c'est vraiment un livre déprimant ? Non, je pense, si vous voulez, la bonne nouvelle du livre, nous, pour la première fois, on a rassemblé les données électorales au niveau communal depuis la Révolution française. Juste pour dire, jusqu'ici, le ministère de l'Intérieur, il numérisait les résultats des élections législatives depuis 1993 au niveau des communes, mais avant 1993, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire, il y avait des chercheurs qui avaient travaillé avec des données au niveau départemental, mais vous voyez, un département, c'est tellement grand, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est un travail d'historien. Pour qui. Donc c'est d'abord un travail d'historien, on va regarder au niveau des 36 000 communes qui vote pour qui sur le long terme. Et le résultat peut-être le plus frappant, moi, qui me pousse quand même à l'optimisme, c'est qu'on se rend compte que les conflits entre électeurs, parce que oui, il y a des conflits, il y a des intérêts différents sur les transports, sur la voiture individuelle, sur le pavillon, sur donc, plein de thèmes liés à la transition. Mais les conflits qui se manifestent dans le vote sont d'abord des conflits liés à la position socio-économique, aux revenus, à la valeur du logement, au type de territoire. C'est aussi l'inscription dans un tissu territorial et productif différent pour un même niveau de richesse. Vous habitez dans une petite agglomération, vous êtes ouvrier, c'est différent que si vous êtes employé dans un centre urbain. Mais ce n'est pas l'identité et les origines. Et c'est peut-être ça le point le plus important. C'est-à-dire que si on regarde par comparaison quelle partie des écarts de vote, très concrètement, sur les dernières élections en 2022, on arrive à expliquer 70% des écarts de vote entre communes, simplement avec la richesse des communes, la taille d'agglomération, le pourcentage de diplômés, les professions. En 1981, qui était pourtant une élection droite-gauche très forte, c'était environ 50%, ce qui était déjà très élevé. En 1848, c'était 30%. Oui, donc si on met le pourcentage d'immigrés, le pourcentage d'électeurs d'origine de différentes nationalités, on explique par comparaison quelques pourcents, et 2, 3, 4, 5% suivant les années. Je ne dis pas que ça n'existe pas, si vous voulez, évidemment ça existe. Mais quand on essaye de se poser vraiment la question de qu'est-ce qui fait que des communes votent différemment, ce sont beaucoup plus des réalités socio-économiques. Pourquoi je dis que c'est optimiste ? Parce que ça veut dire qu'il y a aussi des solutions socio-économiques, qui sont des solutions complexes, multiples, et nous, vous savez, avec Julia Cagé, on a plutôt tendance à voter à gauche, mais on est surtout des militants de l'alternance démocratique. C'est-à-dire, ce qu'il y avait de bien avec la bipolarisation gauche-droite, c'est qu'il y avait des alternances. Et c'est vrai que l'absence d'alternance, la perception, enfin en tout cas c'est la stratégie du bloc au pouvoir de dire, voilà, c'est moi ou le chaos, c'est moi ou les extrêmes. On avait déjà vu ça fin 19e siècle avec les républicains opportunistes, c'est aussi une des leçons de ce livre. Ça a fini par se terminer parce que c'est un système très instable et qui est, d'un point de vue démocratique, problématique, parce que c'est aussi cette force de rappel démocratique et le jeu de l'alternance qui fait qu'on trouve des solutions, y compris à des problèmes complexes et nouveaux comme celui que vous indiquez, qui va être compliqué à régler, qui, selon nous, en regardant dans l'histoire, ne peut se régler qu'en prenant en compte, là aussi, la classe sociale, le niveau de richesse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas traiter de la même façon quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au travail, qui n'a pas de solution, et celui qui prend l'avion pour partir en week-end à Barcelone. Et tant qu'on aura une taxe carbone qui traite de la même façon, au même taux d'imposition l'un et l'autre, et même qui exempte le second par rapport au premier, comment voulez-vous que ça marche ? Donc, il faut prendre en compte les inégalités, c'est pas un gros mot. Vous voyez, la démocratie se nourrit de ces intérêts économiques et sociaux qui sont divergents et sur lesquels il faut trouver des compromis par l'alternance démocratique. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que vous disiez, c'est que finalement aujourd'hui, on n'a jamais peut-être été aussi impacté par la lutte des classes. C'est-à-dire que vous dites que 70% du vote est expliqué par les différences sociologiques, les différences de revenus, les différences de classe sociale, selon votre analyse. Ça veut dire que finalement, parce que le rôle des politiques économiques, c'est de transformer la société, doivent prendre en compte ce facteur-là. Et quand on voit, on a aujourd'hui beaucoup ce débat à l'antenne de Good Morning Business, du partage de la valeur ajoutée, le débat sur le rachat d'actions. Est-ce que c'est cynique, comme le dit Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est bien
bien pour l'entreprise. Tous ces débats-là, si vous n'avez pas cette grille de lecture, qui au départ est une grille de lecture électorale et politique, vous avez du mal à faire les réformes. Et c'est important d'avoir ça dans l'idée. On va prendre un exemple très concret. Vous dites la gauche n'a pas compris, ne comprend pas son électorat, notamment rural. Si vous ne parlez pas de propriété individuelle, si vous ne parlez pas de maison, d'accès à la propriété à votre électorat populaire, il ne votera pas pour la gauche, il votera par exemple pour le RN. C'est ça. Oui, c'est vrai que, alors d'abord, je dis clairement une lutte des classes. Pour moi, ce sont oui, il y a des conflits politiques, mais c'est une lutte démocratique électorale. C'est-à-dire, on n'est pas dans, voilà. C'est normal. On n'est pas au 19e siècle où on va se demander si on va avoir un État prolétarien qui prend le pouvoir, etc. C'est pas du tout ça la question. Nous, on est dans une perspective électorale, d'alternance démocratique. On croit profondément dans la démocratie, sinon on n'aurait pas fait tout ce travail sur les élections. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment les élections permettent des alternances. Et donc, vous avez raison, il y a entre le monde rural et le monde urbain, et c'est un des résultats assez impressionnants du livre, un nouveau clivage qui s'est créé. C'est-à-dire qu'on a cette idée que le monde rural vote toujours plus à droite que le monde urbain. Alors, c'est vrai d'un certain point de vue, de toutes les élections législatives de 1848 à 2022, c'est toujours un peu vrai. Ouais. Sauf que pendant l'essentiel du XXe siècle, l'écart est très très faible. C'est-à-dire pendant toute la période de bipolarisation gauche-droite, vous prenez le vote Mitterrand en 81, il est presque aussi fort dans les villages, les bourgs, les métropoles, les banlieues. C'est-à-dire que pendant l'essentiel du XXe siècle, finalement, le clivage plus de classe, de richesse, l'a emporté sur le clivage territorial, et les partis, en l'occurrence à gauche, ont réussi à convaincre les classes populaires rurales et urbaines que finalement ce qui les rassemble est plus important que ce qui les divise. Il y avait la photo de Mitterrand devant un petit village, vous Absolument, souvenez, mais ça allait au-delà de la photo. C'est-à-dire c'était tout un agenda politique. Alors c'était lié aussi à la salarisation du monde rural par rapport à la fin du 19e siècle, où l'opposition entre les paysans et les ouvriers est très forte. Alors aujourd'hui, ce qui est frappant au cours des 30 dernières années, c'est qu'on a la reconstitution d'un écart de vote rural-urbain qu'on essaye d'expliquer dans le livre. Alors on ne dit pas qu'on a toutes les explications, c'est pas si évident que ça à comprendre, parce que c'est pas le retour des paysans, évidemment, on n'est pas retourné au clivage paysan-ouvrier fin du XIXe siècle. Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que c'est un nouveau clivage socio-économique qui est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, en fait, on a plus d'ouvriers dans les bourgs et les villages que dans les banlieues et les métropoles, ce qui n'était pas le cas historiquement, mais la première désindustrialisation dans les années 60-70 a plutôt touché les premières vagues industrielles des banlieues et des métropoles. Des nouveaux centres industriels, des centres logistiques, des entrepôts, de l'agroalimentaire se sont installés plutôt dans les bourgs et les villages. Ce sont eux qui, dans les années 2000-2010, ont souffert, et les ouvriers des bourgs et des villages ont eu l'impression à ce moment-là, une grande partie d'entre eux, d'être abandonnés à la fois par la gauche et la droite, qui avaient été vers l'intégration commerciale européenne sans limite, et se sont tournés un peu par dépit sur le vote RN. Alors que les classes populaires urbaines, et ça c'est un résultat important du livre, c'est-à-dire que parfois on dit toutes les classes populaires sont passées au RN. Non, pas du tout. C'est cette division très forte entre les classes populaires urbaines et rurales. Et par exemple, les employés des services, des employés de la restauration, du commerce, du nettoyage, du soin, beaucoup d'emplois, d'ailleurs souvent émiettés, très mal rémunérés. Le salaire moyen des employés en France est passé en dessous du salaire moyen des ouvriers depuis 30 ans. Donc quand on parle de classe populaire et qu'on regarde uniquement le vote ouvrier, on rate une grosse partie de l'affaire. Le salaire dans l'industrie a progressé davantage. Ce sont notamment dans les services, dans le nettoyage, je soins, des emplois féminins, mais pas seulement. Et là, pour le coup, le vote à gauche est très fort, mais donc avec une coupure très forte entre le vote populaire urbain et le vote populaire rural, d'une ampleur qu'on n'avait pas vue depuis la fin du 19e siècle. Comment on va sortir de tout ça ? Disons, alors allez-y. Comment on va sortir de tout ça ? La gauche y voit un manuel pour retourner au pouvoir. Il vous remercie chaleureusement, régulièrement pour ce travail. La solution, c'est quand même plus de redistribution, plus de transfert d'argent et une certaine vision étatique de l'économie. Avec plus, enfin moi c'est ce que je comprends de votre vision, c'est qu'il faut que l'État soit plus présent avec une redistribution plus forte. On est déjà aujourd'hui à des niveaux de redistribution en France qui sont élevés. 500 milliards d'euros redistribués entre contributeurs et bénéficiaires. Il faut aller plus loin. Alors, votre vision, c'est l'État partout. On manque de ressources dans la santé et l'éducation. Alors après, c'est pas l'État centralisé qui décide la prescription du médecin. Ça se passe à un niveau très décentralisé. Il faut les collectivités locales, il faut des acteurs comme des médecins, des hôpitaux, des écoles. Mais ce qui est certain, c'est que dans les services publics, alors notamment dans les bourgs et les villages, mais aussi dans beaucoup de banlieues pauvres, vous avez un sentiment d'abandon qui n'est pas simplement un sentiment. C'est-à-dire, comme vous savez, il y a moins de généralistes, de médecins généralistes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ou 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a figé globalement le budget de la santé en pourcentage du revenu national, et comme il y a beaucoup de progrès dans les technologies médicales, dans les hôpitaux, heureusement, ce qui est une bonne chose, et puis il y a un vieillissement de la population, la médecine de ville, par contre, on tombe. Donc, vous vous rendez compte qu'on a moins de médecins, c'est plus difficile aujourd'hui de trouver un médecin en zone rurale
qu'il y a 20 ans. Donc si vous me dites il faut figer tout ça, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'il y a plus de dépenses privées dans la santé et l'éducation, ça vous coûte encore plus cher que si c'est public. Mais donc la dette et n'est c'est moins pas une efficace. considération pour vous, c'est pas un sujet. Alors, il y a d'abord, moi je préfère qu'on finance par les impôts que par la dette. Ensuite, la dette, alors ça joue un rôle aussi dans cette histoire, parce que vous savez, c'est une longue histoire, la dette publique, c'est déjà la Révolution française, ça commence à une dette publique, il y a une immense dette publique après la Seconde Guerre mondiale. Il y a, dans l'histoire, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein de façons de régler ces problèmes de dette. Mais pour la suite, quand vous dites ce qu'il faut faire, vous savez, je pense que le message du livre, c'est pas de dire ça va être facile pour le bloc de gauche de remettre de la bipolarisation gauche-droite. Je pense qu'on est dans une situation où les trois blocs issus des dernières élections, sont tous dans une situation très fragile avec plein d'incohérences. C'est-à-dire le bloc du centre, il a quand même une base sociale extrêmement bourgeoise. Alors, c'est le vote le plus bourgeois de l'histoire. Écoutez, nous, on a un critère objectif. On veut vraiment vexer personne. On classe les 36 000 communes en fonction de leur richesse. Ça peut être le revenu moyen. Vous savez, le revenu moyen des communes, Paris 7e arrondissement, vous êtes à 10 000 euros par mois par habitant, y compris les enfants. Vous allez à Pantin, vous êtes à 700 euros par mois par habitant, y compris les enfants. Donc le revenu, ça classe bien. On classe les 36 000 communes. On fait la même chose, on obtient les mêmes résultats si on classe avec la valeur des logements. Et on regarde la pente obtenue par les différents votes, simplement en pourcentage de leur score moyen au niveau national. Et c'est vrai que le vote Macron nous apparaît comme l'un des plus bourgeois de l'histoire, au sens où, dans le haut de la distribution, sur les communes les plus riches, c'est assez proche finalement d'un vote Giscard ou Sarkozy ou Chirac ou De Gaulle, un vote de droite traditionnel. La différence, c'est que dans la partie basse de la distribution, la droite traditionnellement réussissait quand même à avoir un peu de soutien de communes pauvres, notamment rurales. Et alors là, la pente chez Macron est très très forte. Le seul type de vote qui est encore plus bourgeois dans nos données, c'est le vote Madelin en 2002. Vous savez, candidat ultralibéral oublié qui faisait un tout petit score, mais alors avec une pente, alors là, complètement folle. Zemmour en 2022, très intéressant, vote encore plus bourgeois par rapport à la richesse de la commune que Macron, ce qui montre au passage que le sentiment anti-immigré n'est pas forcément l'apanage des classes populaires. Donc ça, il y a beaucoup de leçons comme ça dans le livre qui sont étonnantes a priori par rapport à ce qu'on entend, mais voilà, qui sont la réalité des faits. Ensuite, les deux autres blocs ont aussi des faiblesses. C'est-à-dire que pour nous, la principale faiblesse du bloc, disons, Rassemblement National, Reconquête, LR, dont on nous annonce la possible victoire électorale les prochaines fois, c'est pas la même chose, que sur le plan... LR, Oui, vous savez que alors effectivement, c'est pas la même chose. Vous savez qu'Éric Ciotti avait dit qu'il choisirait Zemmour contre Macron, et il y a une proximité quand même entre RN et Reconquête, dans le discours contre les immigrés. Sauf que d'un point de vue économique, pour le coup, vous avez une incohérence totale dans le programme économique. Les électorats sont complètement différents. Zemmour, c'est le plus bourgeois des électorats. RN, c'est plutôt un électorat populaire rural, alors que l'autre est urbain, aisé. Donc si vous voulez aller faire une plateforme, voter des budgets comme ça ensemble, et donc par rapport à ça, le bloc de gauche, c'est pas que la situation soit simple, mais la possibilité de s'étendre vers les classes populaires rurales, vers les abstentionnistes, paraît, disons, un peu moins folle. Paraît plus logique. Enfin, en tout cas, c'est une option qui, par rapport aux fragilités des deux autres pôles, on pense doit être considérée plus sérieusement que ce qu'on le fait actuellement. Après, nous, on n'est pas devins, on fait un livre d'histoire. Chacun peut en tirer les conclusions qu'il souhaite pour l'avenir. Il y a un site, unehistoireduconflitpolitique.fr, où chacun, si vous voulez pas lire le livre, vous trouverez tous les graphiques, toutes les données, toutes les cartes, un résumé du livre, et peut-être que ça vous donnera envie de lire le livre. Merci beaucoup Thomas Piketty, une histoire du conflit politique.